Dans ce deuxième volet consacré à la mécanique, nous allons aborder la notion d'action mécanique et voir le principe d'inertie. Alors pour ce faire, nous allons partir d'une situation relativement commune. Un ballon de foot qui est posé sur un terrain, le joueur arrive, frappe dans le ballon s'en va. On veut s'intéresser au mouvement du ballon. Le ballon va constituer ce que l'on appelle le système d'étude. Et il va falloir établir le diagramme d'interaction pour ce système. Alors, dans la première phase, on va considérer le moment où le ballon est posé sur le sol. Donc le ballon interagit avec le sol, mais le ballon est également attiré par la Terre à travers l'interaction gravitationnelle. Donc voici le diagramme d'interaction dans la première phase. On notera par une flèche pleine ici une interaction de contact et par une flèche en pointillé une interaction à distance, sachant qu'il existe trois types d'interactions à distance: l'interaction gravitationnelle, l'interaction électrique et l'interaction magnétique. Dans la deuxième phase, le joueur vient frapper le ballon, donc il crée une action de contact que l'on va représenter ici. Puis, dernière phase, le ballon va partir dans les airs. Il ne va rester que l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre. Nous allons voir comment il est possible de modéliser, c'est-à-dire de représenter ces interactions par une flèche que l'on appelle le vecteur force. Au départ, donc, le ballon est soumis à l'attraction gravitationnelle exercée par la Terre. Ce que l'on appelle le poids, c'est une force verticale dirigée vers le bas. Mais ce ballon est également soumis à la force du sol. C'est une force qui est dirigée vers le haut. Dans la deuxième phase, le joueur vient frapper. Donc il va exister une troisième force. C'est la force du pied, ici une action de contact, sur le ballon qui est représentée par le vecteur jaune. Le ballon va partir et durant toute cette phase, le ballon ne sera plus soumis qu'à une seule force, qui est le poids. Une force est une grandeur qui va se mesurer avec un appareil que l'on appelle un dynamomètre. Et l'unité de la force est un newton. Par exemple, ici, si on tire sur le dynamomètre, on voit que la force est d'autant plus importante que l'on tire fort. Et ici, la longueur du vecteur force va être adaptée à l'intensité de cette force via une échelle. Voyons maintenant le principe d'inertie qui a été énoncé par Newton. Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si aucune force n'agit sur lui, on dit que le système est isolé, ou si les forces qui agissent sur lui se compensent, on dit que le système est pseudo-isolé. Alors, deux remarques. Tout d'abord, ce principe n'est valable que dans certains référentiels, que l'on appelle les référentiels galiléens, et d'autre part, la réciproque est également vraie. C'est-à-dire que si un système est isolé ou pseudo-isolé, alors soit il va persévérer dans son état d'immobilité, ou avoir un mouvement rectiligne uniforme. Essayons d'appliquer le principe d'inertie à la situation précédente. Première phase, le ballon est posé sur le sol. Il est soumis à deux forces qui se compensent. L'une est dirigée vers le bas, c'est le poids, l'autre vers le haut, celle qui est créée par le sol. Donc ces deux forces se compensent, et comme elles se compensent, eh bien, c'est bien compatible avec ce qu'énonce le principe d'inertie. Le ballon reste immobile. Deuxième phase, le joueur vient frapper dans le ballon. Ici, nous avons trois forces qui ne se compensent pas. Le ballon ne peut pas rester immobile, il va partir et il ne pourra pas avoir un mouvement rectiligne uniforme. Troisième phase, le ballon est dans l'air. Une seule force agit sur le ballon, elle ne peut pas se compenser, donc ce qui induit, d'après le principe d'inertie, que le ballon ne peut pas rester immobile comme ça dans l'air, on s'en douterait, mais également qu'il ne peut pas avoir un mouvement rectiligne uniforme. On le voit ici, il a un mouvement parabolique. Deuxième exemple, celle du jeu du curling. On a pris une photo, un instant T, et les palets ici, A et B, sont représentés
avec les forces qui s'exercent sur eux. Donc vers le bas, nous avons le poids et vers le haut, la force exercée par la glace sur les palets. Nous constatons que dans les deux cas, les forces se compensent. Et d'après le principe d'inertie, nous ne pouvons pas conclure si les palets A et B sont en mouvement rectiligne uniforme ou alors s'ils sont immobiles.